Imagine un instant que tu te trouves devant une carte du monde antique. Rome brille à l'ouest. La Perse étend ses griffes vers l'est. La Chine tisse sa soie au bout du monde connu. Et au milieu, là où la plupart des manuels scolaires ne montrent qu'un vide, une terra incognita commode, se dresse un empire que personne ne t'a jamais appris à connaître. Un empire africain qui contrôlait le commerce mondial. Un royaume dont les rois frappaient de l'or aussi pur que celui de Rome. Un État qui envoya des éléphants de guerre à travers la mer Rouge pour conquérir l'Arabie. Et qui, selon une tradition défendue avec une conviction absolue jusqu'à aujourd'hui, abrite encore dans une chapelle gardée par un seul homme le trésor le plus sacré de toute la civilisation humaine, l'Arche d'Alliance. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe de plus inventé pour remplir les heures creuses de l'histoire. C'est l'histoire du royaume d'Aksum. Et si tu n'en as jamais entendu parler, c'est exactement le problème que ce film va résoudre. Bienvenue dans Meditative History. J'utilise les technologies modernes de l'intelligence artificielle et des sources scientifiques pour recréer aussi fidèlement que possible des époques que nous ne pouvions autrefois qu'imaginer. J'espère que vous apprécierez. Pour comprendre pourquoi Aksum devint l'une des 4 grandes puissances du monde antique, tu dois d'abord comprendre la géographie. Pas la géographie telle qu'on l'enseigne dans les salles de classe, avec des frontières propres et des pays bien colorés. La géographie telle qu'elle fonctionnait vraiment dans l'Antiquité, comme un réseau de flux, de vents, de courants et de chocs-points, ces points d'étranglement où celui qui contrôle le passage contrôle tout. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. Rome a une obsession. Elle a besoin de soie chinoise pour habiller ses aristocrates. Elle a besoin de poivre indien pour conserver sa nourriture et masquer le goût de la viande avariée. Elle a besoin de cannelle, d'encens, d'ivoire et d'or. Des produits que l'on ne trouve pas en Europe, que l'on ne trouvera jamais en Europe et que la Perse sassanide bloque délibérément sur les routes terrestres pour étrangler l'économie romaine. Il n'existe qu'une seule alternative viable, la mer Rouge. Et à l'entrée de cette mer, exactement là où les eaux de l'océan Indien se rétrécissent avant de plonger vers le nord, se trouve la côte du royaume d'Aksum, l'actuelle Éthiopie et l'Érythrée. Aksum n'était pas simplement bien placé sur la carte. Aksum était la carte. Mais contrôler un détroit ne suffit pas à construire un empire. Ce qui rendit Aksum véritablement extraordinaire, c'était la sophistication de sa civilisation intérieure. Tu imagines peut-être un peuple de nomades opportunistes profitant de leur position géographique sans avoir grand-chose à offrir par eux-mêmes. Oublie cette image immédiatement. Les ingénieurs d'Aksum avaient résolu le problème le plus fondamental de toute civilisation agraire, l'eau. Sur les hauts plateaux éthiopiens, les pluies arrivent de façon saisonnière et imprévisible. Mais les Aksumites avaient creusé dans la roche volcanique des réseaux de citernes et de bassins de rétention d'une complexité remarquable. Ils cultivaient le teff, une céréale locale d'une résistance exceptionnelle à la sécheresse, capable de pousser là où d'autres cultures mouraient. Leurs terrasses agricoles, sculptées dans les flancs des montagnes, étaient des prouesses d'ingénierie hydraulique. Ils ne survivaient pas à leur environnement. Ils l'avaient dompté. Et puis, il y avait les stèles. Si tu visites aujourd'hui la ville d'Aksum, dans le nord de l'Éthiopie, tu te retrouves face à des obélisques de granit d'une hauteur vertigineuse. Certains dépassaient 30 mètres. Des monolithes taillés dans une seule pierre, décorés de fausses fenêtres et de fausses portes qui imitent l'architecture des palais, érigés au-dessus des tombes royales souterraines. Réfléchis à ce que cela implique techniquement. Pas de béton armé, pas de grues hydrauliques, pas d'acier, des hommes, des cordes, des leviers et une maîtrise de la mécanique qui n'a toujours pas été entièrement expliquée par les archéologues modernes. La plus grande de ces stèles, aujourd'hui effondrée au sol, pesait 500 tonnes. C'était à l'époque la plus grande structure monolithique jamais érigée par l'être humain sur la surface de la Terre.
Aksum ne cherchait pas à impressionner. Aksum savait qu'il impressionnait. Mais le geste politique le plus audacieux d'Aksum ne fut pas une stèle. Ce fut une pièce de monnaie. Dans le monde antique, frapper sa propre monnaie en or était un acte de souveraineté absolue. Cela signifiait que tu avais assez d'or pour le gaspiller en symbole. Cela signifiait que ton économie était assez intégrée dans les réseaux commerciaux mondiaux pour que ta monnaie soit reconnue et acceptée à des milliers de kilomètres de ta capitale. Au IIIe siècle de notre ère, le roi Andubis fit quelque chose qu'aucun souverain africain, en dehors de la sphère romaine, n'avait jamais fait. Il fit frapper des pièces d'or à son effigie, ornées d'épis de blé et d'inscriptions en grec, la langue du commerce international de l'époque. Ces pièces circulèrent de l'Inde à la Méditerranée. Elles disaient, en un langage que tout le monde comprenait, « Nous existons, nous sommes riches et vous avez besoin de nous ». C'était un message destiné directement à Rome. Et Rome l'entendit. Le document le plus précieux que nous ayons sur le commerce aksumite est un texte grec du 1er siècle intitulé « Le périple de la mer Érythrée ». C'est essentiellement un guide commercial, rédigé par un marchand anonyme qui connaissait ses routes de première main. Il décrit le port d'Adulis sur la côte érythréenne comme l'un des grands entrepôts du monde. Des navires chargés d'ivoire éthiopien, de cornes de rhinocéros, d'écailles de tortues, d'esclaves, d'or et d'obsidienne arrivaient des plateaux intérieurs. Des navires chargés de vin, d'huile d'olive, de tissus indiens et de métal repartaient vers l'Inde, l'Arabie et l'Égypte. Adulis était, pour reprendre une comparaison moderne, le port de Singapour de l'Antiquité, le point où les flux commerciaux de 3 continents se croisaient et se redistribuaient. Et pour naviguer sur ces flux, les Aksumites avaient développé une technologie navale que les Européens ne comprendraient pas avant des siècles. Les tempêtes de l'océan Indien ne ressemblent pas aux tempêtes de la Méditerranée. Elles sont plus longues, plus hautes, plus imprévisibles. Un navire romain classique, construit avec une coque rigide, assemblée par des clous de fer, se brisait dans ces conditions comme du bois sec. Les Aksumites et leurs partenaires commerciaux de la côte indienne avaient trouvé une solution radicalement différente. Ils construisaient de leurs navires en cousant littéralement les planches de bois les unes aux autres avec des cordes de fibres de coco. Pas de clous, pas de métal, des nœuds et de la fibre. Ce qui paraissait primitif était en réalité du génie. Une coque cousue ne résiste pas à la vague, elle plie avec elle. Elle absorbe l'énergie au lieu de s'y opposer. Ces navires pouvaient traverser des mers que les flottes romaines évitaient soigneusement. La technologie définissait l'empire. Mais les empires ne sont pas construits uniquement par des ingénieurs et des marchands. Ils sont aussi construits par des accidents, par des destins individuels qui s'entrechoquent dans des circonstances impossibles à prévoir. Et l'histoire d'Aksum possède l'un des personnages les plus extraordinaires de toute l'Antiquité. Un homme dont le nom était Frumens et dont la vie commença par un naufrage. Nous sommes au début du IVe siècle. Un navire phénicien traverse la mer Rouge lorsqu'il est attaqué. Peut-être des pirates, peut-être une tempête suivie d'une attaque opportuniste depuis la côte. Les sources ne s'accordent pas sur les détails. Ce qui est certain, c'est que parmi les rares survivants se trouvaient 2 adolescents, Frumens et son frère Edesius. Ils furent capturés et amenés à la cour du roi d'Aksum comme esclaves. Dans n'importe quelle autre histoire, c'est là que leur vie s'arrête, absorbée dans l'anonymat de la servitude royale. Mais Frumens était d'une intelligence exceptionnelle. Il parlait grec, la langue du commerce et de la diplomatie. Il savait lire et écrire à une époque où cette compétence était rare même parmi les nobles. Le roi d'Aksum le remarqua rapidement. Et au lieu de l'utiliser comme serviteur de palais, il l'intégra à l'administration du royaume. Quand le roi mourut, c'est la reine-mère qui prit la régence au nom de son jeune fils, le prince Ezana. Et c'est à Frumens qu'elle confia l'éducation du futur roi. Réfléchis à ce retournement de destin. Un esclave phénicien naufragé devint le précepteur du roi le plus puissant d'Afrique subsaharienne.
Et dans cette relation entre le maître et l'élève, quelque chose passa. Frumens était chrétien. Il observait ses rites, discrètement, dans les marges de la cour officielle. Ezana observait son professeur. Il posait des questions. Et au fil des années, quelque chose dans ce message, cette idée d'un Dieu unique, d'une morale universelle, d'une communauté de croyants qui transcendait les frontières tribales, commença à résonner avec la vision que le jeune roi avait de son propre empire. Vers l'an 330 de notre ère, le roi Ezana fit quelque chose qui fit trembler l'équilibre religieux du monde antique. Il convertit officiellement Aksum au christianisme. C'était la deuxième conversion d'un État au christianisme de toute l'histoire, après l'Arménie. Rome elle-même venait à peine de légaliser la religion avec l'édit de Milan en 313. Ezana ne copia pas Rome. Il agissait en parallèle depuis son propre axe de pouvoir, avec ses propres raisons, et les conséquences géopolitiques furent immédiates et vertigineuses. L'empereur romain Constance II, fils de Constantin, était arien, c'est-à-dire qu'il suivait une version du christianisme que le concile de Nicée avait déclarée hérétique. Il voulait que toute l'Église chrétienne adopte sa position théologique. Il envoya donc une lettre au roi Ezana, lui demandant d'expulser Frumens, désormais évêque d'Aksum, et de le remplacer par un prélat arien. La lettre de Constance II a survécu. Elle est rédigée dans un ton qui oscille entre la diplomatie et la menace voilée. L'homme qui commandait les légions de Rome demandait à un roi africain de plier sous son autorité religieuse. Ezana ne lui répondit probablement jamais. En tout cas, il ne fit rien de ce que Constance II demandait. Frumens resta. L'Église d'Aksum se développa selon sa propre logique, avec ses propres textes canoniques, ses propres rites, sa propre théologie. Elle existe encore aujourd'hui sous le nom d'Église orthodoxe éthiopienne, l'une des plus anciennes institutions chrétiennes continues de la planète. Ezana avait déclaré par le silence l'indépendance totale de son empire vis-à-vis de Rome. Et Rome n'avait rien pu faire. Les siècles qui suivirent virent Aksum consolider sa domination sur le commerce de l'océan Indien, tout en laissant les grandes puissances d'Eurasie s'épuiser dans leur guerre perpétuelle. Puis vint le VIe siècle, et avec lui, une crise qui allait pousser Aksum à la plus grande aventure militaire de son histoire. De l'autre côté de la mer Rouge, dans ce que nous appelons aujourd'hui le Yémen, se trouvait le royaume de Himyar, un État riche situé sur les routes de l'encens d'Arabie du Sud, qui avait longtemps entretenu des relations commerciales et diplomatiques complexes avec Aksum. Mais au début du VIe siècle, quelque chose changea. Un roi monta sur le trône de Himyar. Son nom était Du-Nuwas. Il avait converti au judaïsme et il regardait les marchands et les missionnaires chrétiens dans son territoire comme ce qu'ils étaient en réalité. Des agents d'influence d'une puissance étrangère chrétienne, l'empire d'Aksum, qui contrôlait la rive opposée de la mer Rouge et avait tout intérêt à déstabiliser Himyar de l'intérieur. Ce qui se passa ensuite fut l'un des massacres les plus documentés du monde antique tardif. Dans la ville de Najran, au cœur de l'Arabie du Sud, Du-Nuwas fit rassembler la communauté chrétienne locale. Des hommes, des femmes, des enfants, des marchands aksumites, des habitants locaux convertis depuis des générations. Il fit creuser de longues tranchées, il les fit remplir d'huile, et il les fit brûler. Les sources arabes, byzantines et éthiopiennes s'accordent sur l'essentiel. Des milliers de personnes périrent dans les flammes de Najran. Le massacre choqua le monde méditerranéen avec une intensité que peu d'événements de cette époque atteignirent. L'Église conserva les noms des martyrs. Byzance enregistra l'horreur dans ses chroniques. Et à Aksum, le roi Caleb reçut la nouvelle depuis son palais sur les hauts plateaux éthiopiens et prit sa décision. Tu dois imaginer ce que représentait cette décision militairement. La mer Rouge n'est pas un lac. C'est un plan d'eau de 2000 km de long, traversé par des vents saisonniers violents, semés de récifs coralliens, encadrés par des côtes désolées.
Y lancer une invasion amphibie de grande envergure au VIe siècle était une opération d'une complexité logistique comparable, toute proportion gardée, au débarquement de Normandie en 1944. Il fallait concentrer une flotte de centaines de navires cousus. Il fallait embarquer des milliers de soldats avec leurs armes, leurs vivres, leurs animaux. Il fallait synchroniser la traversée avec les vents favorables. Et il fallait arriver sur la côte yéménite en état de combattre immédiatement, car on ne pouvait pas se permettre de donner à Dounouas le temps de se préparer. Caleb fit tout cela, et selon les chroniques, il le fit avec une précision remarquable. La flotte aksumite traversa la mer Rouge, débarqua sur les côtes de l'Arabie du Sud et écrasa l'armée de Dounouas dans une bataille dont les détails exacts nous échappent, mais dont le résultat est indiscutable. Dounouas, selon les sources arabes, chevaucha son cheval jusqu'aux vagues de la mer et se noya plutôt que d'être capturé. Caleb annexa Himyar. L'empire d'Aksum enjambait désormais la mer Rouge dans les deux sens. Il était, à cet instant précis, l'empire le plus étendu d'Afrique et l'une des 4 puissances mondiales reconnues de l'Antiquité tardive, aux côtés de Rome, de Perse et de Chine. C'était l'apogée. Et comme toujours avec les apogées, le début de la chute était déjà là, caché dans la victoire elle-même. Caleb laissa une garnison en Arabie du Sud pour administrer le territoire conquis. C'était la décision logique. C'était aussi la décision qui allait défaire son empire. Parmi les officiers de cette garnison se trouvait un homme d'une ambition démesurée et d'un talent militaire indéniable. Il s'appelait Abraha. Et il avait compris quelque chose que Caleb n'avait pas encore réalisé. À des milliers de kilomètres de la métropole, avec une mer entre lui et ses supérieurs, un général compétent et charismatique n'avait pas besoin de rester subordonné à qui que ce soit. Abraha se mutina. Il se proclama roi de Himyar. Caleb envoya 2 expéditions successives pour le réduire. Les 2 échouèrent. La distance, la logistique, l'épuisement des ressources militaires d'Aksum, tout jouait en faveur de celui qui contrôlait le territoire. Abraha finit par envoyer un message à Caleb lui proposant de reconnaître sa souveraineté nominale en échange d'un tribut annuel. Caleb, vieux et sans doute épuisé, accepta. Aksum avait gagné la guerre contre Dounouas et perdu le contrôle de son territoire yéménite au profit de l'homme qu'il avait lui-même envoyé pour le garder. Abraha était un souverain bâtisseur. Il fit construire à Sanaa, la capitale du Yémen, une cathédrale d'une magnificence telle que les chroniques arabes en parlent encore des siècles plus tard. Elle s'appelait Al-Khalis. Ses murs étaient pour de marbre. Son toit était décoré d'or et d'ivoire. C'était délibérément la plus belle église de toute la péninsule arabique. Et ce n'était pas un hasard. Abraha voulait faire de Sanaa le centre religieux de l'Arabie, détourner les routes de pèlerinage qui passaient par la Mecque vers sa propre capitale, et avec elle les flux commerciaux, les taxes, le prestige. La Mecque, avec son sanctuaire ancestral de la Kaaba, était le cœur spirituel et économique de l'Arabie tribale. Abraha voulait lui substituer son propre monument chrétien. Les tribus arabes répondirent comme on pouvait s'y attendre. Quelqu'un, l'identité exacte, reste débattu dans les sources, entra dans la cathédrale d'Al-Khalis et la profana de la façon la plus insultante possible. Abraha explosa de rage. Il déclara qu'il allait raser la Mecque et son sanctuaire de la surface de la terre. Et il mit ses paroles en acte avec une démonstration de force militaire qui allait graver cette année dans la mémoire de l'Arabie pour les siècles à venir. L'année 570 de notre ère est connue dans la tradition islamique sous un nom simple et terrible, l'année de l'éléphant. Tu dois t'arrêter un instant sur ce détail. Les éléphants d'Aksum n'étaient pas les petits éléphants de forêt d'Afrique centrale. C'étaient des éléphants de savane africaine, la plus grande créature terrestre de la planète. Des animaux qui pouvaient mesurer 4 mètres au garrot et peser 7 tonnes. Les Arabes de la péninsule n'avaient jamais rien vu de tel. Pour des guerriers qui combattaient à pied ou à cheval sur des terrains désertiques,
La vision d'une ligne d'éléphants de guerre caparaçonnés d'armures avançant vers eux était quelque chose qui dépassait le registre de la guerre. Cela ressemblait à une force de la nature, à une punition divine. Abraha marcha vers la Mecque à la tête de son armée. Les sources arabes et éthiopiennes décrivent l'avancée de cette force avec une précision inhabituelle. L'éléphant principal, le plus grand, s'appelait Mahmoud. Quand les troupes arrivèrent aux abords de la Mecque, quelque chose se produisit. Les sources islamiques parlent de nuées d'oiseaux qui lâchèrent des pierres d'argile sur l'armée, décimant les soldats. Les historiens modernes penchent vers une explication plus prosaïque, mais tout aussi dévastatrice. Une épidémie foudroyante, peut-être la variole, qui frappa l'armée à son moment le plus vulnérable, concentrée dans un espace restreint, affaibli par une longue marche sous la chaleur du désert. Abraha lui-même tomba malade. Ses troupes se débandèrent. Il mourut sur le chemin du retour vers le Yémen. La Mecque avait survécu. Et dans cette même année, 570, selon la tradition islamique, naquit à la Mecque un enfant qui allait changer le monde d'une façon qu'Abraha n'aurait jamais pu imaginer. Son nom était Muhammad. Le désastre militaire d'Abraha laissa les forces aksumites en Arabie du Sud dans un état de paralysie et de désorganisation. Les tribus arabes du Sud, Himyarites et autres, virent l'occasion. Elles se tournèrent vers la seule puissance capable de les aider à se débarrasser de la présence africaine, le grand empire sassanide de Perse. Les Perses n'eurent pas besoin d'une grande invitation. Ils avaient attendu depuis des décennies une occasion d'entrer en Arabie du Sud et de couper définitivement à Aksum l'accès aux routes commerciales de l'océan Indien. Ils arrivèrent avec leur technologie militaire la plus avancée, des arbalètes mécaniques capables de lancer plusieurs projectiles simultanément, des cavaliers blindés, une organisation logistique rodée par des siècles de guerre contre Rome et Byzance. Les forces aksumites en Arabie du Sud, démoralisées, coupées de leur base, sans chef depuis la mort d'Abraha, n'opposèrent pas une résistance significative. Les Perses prirent le contrôle de Himyar, et avec Himyar, ils prirent le contrôle du détroit de Bab el-Mandeb, l'entrée sud de la mer Rouge. C'était le coup fatal, pas militaire, mais économique. Aksum pouvait perdre une bataille et survivre, mais Aksum ne pouvait pas survivre à la perte de ses routes commerciales. Sans le contrôle des flux entre l'océan Indien et la Méditerranée, les revenus du royaume s'effondrèrent. Les marchands qui avaient au fait la richesse d'Adulis trouvèrent d'autres ports, d'autres routes, d'autres intermédiaires. Le robinet se ferma lentement. Et puis, la géographie elle-même se referma sur Aksum avec l'expansion de l'islam au 7e siècle. Les nouvelles puissances arabes et musulmanes qui dominèrent les routes maritimes de l'océan Indien n'avaient aucun intérêt à enrichir un royaume chrétien sur les hauts plateaux africains. Aksum fut progressivement coupé du monde qu'il avait autrefois structuré. Les symptômes du déclin s'accumulèrent avec une logique implacable. La monnaie d'or cessa d'être frappée. Les stèles cessèrent d'être érigées. Les chroniques se firent plus rares, puis silencieuses. Et ce que des siècles de pression économique avaient lentement érodé, une catastrophe environnementale acheva de fracasser. Des générations de culture intensive sur les pentes des hauts plateaux éthiopiens avaient progressivement épuisé les sols. La déforestation avait perturbé les cycles hydrologiques. Les terrasses qui avaient nourri l'Empire se fissurèrent sous des pluies désormais irrégulières et violentes. La famine s'installa. La population se contracta. Les villes se vidèrent. Aksum, empire intercontinental qui avait existé depuis le 1er siècle de notre ère, se réduisit à un nom sur des pierres que plus personne ne lisait. Et puis, dans l'obscurité de ce déclin, apparut une figure que les chroniques éthiopiennes médiévales décrivent avec une terreur qui n'a pas besoin de traduction. Elle s'appelait Gudit ou Yodit.
Les sources oscillent entre les deux noms, mais son surnom était sans ambiguïté. On l'appelait Esato. En amharique, cela signifie simplement « le feu ». On ne sait pas exactement qui était Gudit. Les historiens débattent encore. Certains pensent qu'elle était une princesse de la famille royale aksumite, exilée ou marginalisée dans les conflits de succession qui affaiblirent la dynastie. D'autres avancent qu'elle était la dirigeante d'un peuple voisin, peut-être les Agaw, qui avaient subi des décennies de domination aksumite et qui voyaient dans la faiblesse du royaume l'occasion de se venger. D'autres encore suggèrent une dimension religieuse, une résistance de communautés juives ou de populations restées attachées aux anciennes croyances pré-chrétiennes contre une monarchie qui s'était imposée au nom du Christ. Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est ce qu'elle fit. Gudit déferla sur ce qui restait d'Aksum à la fin du Xe siècle, avec une violence qui n'avait pas pour but la conquête, mais la destruction. Elle ne voulait pas régner sur Aksum. Elle voulait que cela n'existe plus. Les églises millénaires furent incendiées. Les stèles furent abattues. Les palais furent rasés. La famille royale aksumite fut traquée systématiquement. Selon certaines chroniques, un seul membre de la lignée royale survécut, un enfant emmené en secret vers le sud, vers le royaume de Shewa, portant dans ses veines le sang d'une dynastie que Gudit cherchait à éradiquer jusqu'à la dernière goutte. Gudit gouverna sur les cendres pendant 40 ans. 40 ans de silence, là où il y avait eu des obélisques et des marchés et des navires et de l'or. Aujourd'hui, si tu vas à Aksum, cette petite ville du nord de l'Éthiopie que rien dans son apparence actuelle ne prépare à révéler ce qu'elle fut, tu trouveras encore les stèles, celles qui sont encore debout et celles qui sont tombées. Tu trouveras les ruines des palais royaux et les tombes souterraines que les archéologues ont commencé à explorer dans les années 80. Tu trouveras au musée local des pièces d'or aksumites d'une finesse qui n'a rien à envier aux ateliers de Rome. Et tu trouveras, au bout d'une rue ordinaire, une chapelle. Une petite chapelle modeste qui ressemble de l'extérieur à des milliers d'autres chapelles éthiopiennes. C'est la chapelle des tablettes, la chapelle de l'Arche de la Loi. Devant elle se tient en permanence un gardien, un seul homme choisi à vie, qui ne peut jamais quitter les abords de la chapelle, et qui affirme, avec une conviction qui ne souffre aucune discussion, que derrière ces murs se trouve l'Arche d'Alliance, les tablettes de la loi, remises à Moïse sur le mont Sinaï, rapportées en Éthiopie par Ménélik, fils du roi Salomon et de la reine de Saba. Aucun chercheur occidental n'a jamais été autorisé à vérifier cette affirmation. Aucune analyse archéologique n'a jamais été conduite dans cette chapelle. Ce secret est gardé avec une rigueur qui n'a pas faibli en plus de 1000 ans. Et peut-être que c'est précisément cette inviolabilité qui dit quelque chose d'essentiel sur Aksum, un empire qui disparut si complètement de la mémoire mondiale qu'il fallut des siècles d'archéologie moderne pour le retrouver. Un empire qui avait dominé les échanges entre 3 continents, qui avait défié Rome, qui avait conquis l'Arabie, qui avait donné à l'Afrique une écriture propre, le Ge'ez, qui est encore parlé dans les liturgies éthiopiennes aujourd'hui. Un empire qui garda jusqu'à la fin, caché dans une chapelle que personne ne peut ouvrir, le secret le plus grand que l'humanité ait jamais confié à une seule paire de mains. L'histoire du monde antique que tu as apprise à l'école n'est pas fausse. Elle est simplement incomplète. Rome, la Grèce, la Perse, l'Inde, la Chine, ces civilisations existèrent et furent grandes, mais elles n'existèrent pas dans un vide. Elles existèrent dans un réseau. Et dans ce réseau, il y avait un nœud que personne ne t'a jamais montré. Un nœud africain sur les hauts plateaux éthiopiens, d'où partèrent des navires cousus vers l'Inde et des pièces d'or vers Rome, et où un seul homme, aujourd'hui encore, monte la garde devant ce qu'il dit être le témoignage le plus sacré de la présence de Dieu dans l'histoire humaine. Le royaume d'Aksum ne cherchait pas à être oublié. C'est nous qui avons choisi de ne pas regarder dans cette direction. Il est peut-être temps de regarder.